Bienvenue sur Princesse Ouin Ouin, le podcast où l'on ne se plaint pas, mais où l'on se fait confiance. Faire sa princesse Ouin Ouin, c'est vouloir avoir un enfant à tout prix et se plaindre de mal dormir après. Faire sa princesse Ouin Ouin, c'est regarder l'être aimé devenir un parent dévoué, mais quand même avoir des choses à lui reprocher. Faire sa princesse Ouin Ouin, c'est vouloir passer de 2 à 3, quitte à en chier, tout simplement. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, j'accueille Anna à mon micro. C'est une amie que j'ai depuis le lycée. On avait des connaissances communes qui nous ont amenés à nous parler, à faire des soirées ensemble. On n'a pas forcément été très intimes au début. On était un peu des copines éloignées, on s'appréciait. Et finalement, c'est un peu à l'inverse de ce que la vie nous réserve en général. On est passé d'une relation très distante, je dirais, à quelque chose de beaucoup plus profond, parce que la vie nous a amené petit à petit finalement à nous retrouver sur certaines choses. Et notamment récemment, on a eu un enfant à 2 mois d'intervalle en même temps, donc on a pu partager des choses au niveau de la grossesse, partager des choses au niveau de notre parentalité. Et je dirais qu'on n'a jamais été aussi proches qu'aujourd'hui, alors que ça fait quasiment 20 ans qu'on se connaît. Voilà un petit peu qui est Anna, pour ceux qui nous écoutent. Et si je devais définir Anna, je dirais que c'est vraiment un être à part entière, qui est pleine de complexité, pleine d'idées fortes et très assumée. Et c'est une personne sur qui on peut compter, mais qu'il faut savoir laisser respirer. Hein, faut pas non plus trop en demander, mais c'est vraiment une personne de confiance. Bonjour Anna, merci d'être là. Bonjour Chloé. Avant qu'on commence à parler du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais que tu répondes à cette question. Quand as-tu fait ta princesse Ouin Ouin pour la dernière fois? Quand j'ai fait ma princesse Ouin pour la dernière fois, probablement avec mon conjoint, parce que ça doit être souvent avec lui que je fais ma princesse Ouin. Il faut que je trouve une fois où je lui ai... La dernière petite anecdote où tu t'es dit, tiens là, j'ai un peu raison de râler, mais en même temps, je sens que bon, je pourrais aussi prendre sur moi. c'est quand hier il était malade et que j'ai râlé parce que du coup il était au fond du lit et qu'il faisait pas... Et que je trouvais qu'il n'était pas assez investi dans la famille et dans nos vacances, parce que ça fait partie de nos seuls moments en famille, puisqu'il travaille beaucoup. Et où j'ai été faire ma thérapie qui est d'aller courir. Donc j'ai été courir et je suis revenue et j'ai un peu houspillé en lui disant que bon, il était malade, mais que aussi il avait pas fait attention à sa santé et que du coup ça l'amenait à être au fond du trou pendant nos seules vacances estivales et que je trouvais ça un peu embêtant. Et après je me suis dit bon, le pauvre il est quand même malade. Donc j'ai amené un Doliprane et un verre. Tu t'es rattrapé finalement. Un verre de jus de citron. Ah, c'est bien aimable à toi. Ok, super. Bah justement, ça tombe bien que cette anecdote soit celle-ci, puisque c'est notre thème du jour. Avec Anna, on va essayer de voir un petit peu le couple face à la parentalité. Justement, comme je vous le disais, on a été maman un peu en même temps. Et on n'a pas du tout le même schéma de couple. Moi, je suis avec mon conjoint depuis bientôt 13 ans. Et Anna, tu es avec Aloïs, qu'on va nommer. On l'a nommé depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Donc, on n'est pas sur le même schéma de couple. Par contre, on a eu la parentalité au même moment. Et on va essayer de voir ensemble comment est-ce que on fait face à cette parentalité qui vient un peu bousculer nos repères, qui vient bousculer le couple, pour le pire comme pour le meilleur. Et donc, merci Anna d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Je vais commencer par te demander de nous retracer rapidement la genèse un petit peu de ton couple avec Aloïs, ce que tu as envie de nous dire, hein, ça peut être plus ou moins en détail, mais juste qu'on comprenne comment est-ce que ça s'est mis en place, votre couple. Alors Aloïs, je l'ai manifesté. C'est-à-dire que le 31 décembre 2019, après plusieurs années très compliquées personnellement, on m'avait dit quand tu veux quelque chose, il faut que tu les manifestes. Et je l'ai manifesté et j'ai dit ce que je voulais trouver chez un homme. Et donc début 2020 commence et j'ai pas manifesté que lui, j'ai manifesté plusieurs choses. Et il y a plusieurs choses qui se sont débloquées et ensuite on a été confinés. Et juste avant le confinement, j'ai une je vais dire collègue, même si sans trop dire ce que je fais, c'était pas vraiment ma collègue, c'était plutôt une supérieure qui me dit tu devrais t'inscrire sur un site de rencontre. J'étais là, oh non, moi je fais pas ça, là, machin, je peux pas. Et j'ai une de mes meilleures amies à Nice qui est la championne des sites de rencontres. C'est la championne. Big up Marion, si tu m'écoutes un jour, je te le fais. Tu as adoré si t'écoutes.
Elle me dit, ah si, fais-le. Et donc, je m'inscris sur un site de rencontre très connu le jour du confinement. Voilà. Et pendant tout le confinement, vous savez, on n'avait pas le droit de sortir. Donc, j'ai appris à me servir de cette application pendant le confinement. Et j'ai rencontré plusieurs personnes via cette appli, mais je ne pouvais pas les voir en physique. Et il y a le confinement, il se passe beaucoup de choses. Dans ma vie perso, je suis soignante, donc il se passe plein de choses. Et petit à petit, ça finit par se terminer, cette période compliquée. Et le jour du déconfinement, je me dis, ah, c'est bon, je désinstalle. Et j'avais personne à rencontrer parce qu'il y avait personne qui m'avait fait Tilt. Et donc, je m'apprête à désinstaller, mais je me dis, je vais faire un dernier tour. Parce que du coup, j'y allais qu'une fois par jour pour swiper. Parce que ma copine Marion m'avait dit, il faut faire comme ça, faire comme ça. Et je swipe sur cette personne, sur Aloïs. Le dernier jour, en fait, avant de désinstaller l'appli. Et on match. Et c'est comme ça qu'on se rencontre. Donc, on s'est rencontrés comme ça. Et c'est la seule personne de Tinder que j'ai rencontrée, en fait. Et pour la petite anecdote, lui, il a swipé, mais il a swipé sur un tarmac d'aéroport. Mais lui, il a installé l'application, il revenait de Chine. Et il a installé l'application et il m'a swipé. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas la seule qu'il a rencontré, mais il est le seul que j'ai rencontré D'accord. après cette application. Donc, via les réseaux. Ouais. Alors, je savais que vous vous étiez rencontrés via les réseaux, enfin, via une application de rencontre, mais je ne savais pas que tu l'avais manifesté. Alors, pour ceux qui nous écoutent, Anna, elle va peut-être un petit peu plus expliquer ce que c'est que manifester quelque chose. Manifester quelque chose, c'est dire précisément ce qu'on veut. Et en fait, moi, je suis très fan de l'Angleterre, de l'univers britannique et tout ça. Et eux, c'est Ask the Universe. Donc, tu demandes quelque chose à l'univers. Mais il faut demander quelque chose de précis. Donc, il faut pas dire « je veux être riche ». Il faut dire « je veux gagner cette somme-là pour faire ça, être comme ça ». Et donc, j'ai manifesté que je voulais un homme dans ma vie qui soit comme ça, précisément. Alors, il y a des trucs que j'ai manifestés, que j'aurais peut-être dû manifester un peu moins fort. Et maintenant, je me dis, putain, j'aurais dû demander ça aussi, parce qu'il en manque un peu. Donc, voilà. Donc, manifester, c'est dire à haute voix ou écrire ce qu'on veut. Et donc, moi, je dirais autrement les choses pour ceux qui ont peut-être encore du mal à comprendre. Je dirais que c'est un petit peu une projection. Ouais. Essayer de projeter dans l'avenir ce qui peut être bon pour soi. Ouais. Que du positif. Et en général, on fait de le faire, ça fait que ça se réalise. On y croit, on n'y croit pas, mais c'est l'idée. Ouais. Ok, super. Ah oui, effectivement, je ne savais pas que tu l'avais. Et donc, cette année-là, tout ce que j'avais manifesté est arrivé. Et depuis, je le fais tous les ans. Donc, ça fait 5 ans. Alors non, je le fais pas tous les ans. Il y a dû y avoir des années 2 années où je l'ai mal fait ou pas fait. Il me reste en général peu de choses sur ma liste. Ok, voilà. C'est bon pour ceux qui nous écoutent. Il faut donc manifester. On va pas rentrer dans les détails, c'est ça, parce que c'est pas le sujet du jour, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Je pense que je l'ai jamais fait aussi concrètement. Je me souhaite des choses souvent, mais là, toi, tu as vraiment visualisé en fait. Ah oui. Ok, super. Du coup, forcément que ça pourrait être l'objet d'un autre épisode, de savoir vos débuts, comment ça se passe, etc. Mais finalement, avec le sujet du jour, j'aimerais juste que, de manière très concise, tu nous expliques un petit peu quel genre de couple vous étiez avant d'être parents. Comment est-ce que vous avez trouvé votre équilibre, si tu as des petites choses à nous dire. Alors, je pense qu'on est un couple qui se... Alors, je n'ai pas envie de dire qu'on se dispute, parce que pour moi, les disputes, c'est des cris. On se dispute pas, mais on se prend vite le chou parce qu'on est 2 personnalités opposées et 2 personnalités assez fortes, même si je pense que lui pense ne pas l'être. Je comprends pas comment il peut penser un truc pareil, mais il doit penser ne pas l'être. Donc, on était un couple jeune qui avait des métiers qui étaient bien ancrés. Moi, j'avais un métier qui était très sécurisant. Lui, il a un métier qui est très sécurisant, mais qui peut permettre de beaucoup entreprendre, de faire beaucoup de choses. Donc, on avait une dynamique de on travaille fort, on se prend la tête fort, mais sans trop crier, et on voyage, on profite. On n'est pas fusionnel, on a nos 2 univers bien séparés parce que moi, je suis très introvertie et lui, il est très extraverti, donc on est un peu opposés sur ça, mais on a des valeurs communes. On a parlé d'enfants, je pense que ça faisait pas une semaine qu'on était ensemble, quelque chose comme ça. Donc, ça a été assez rapide et on savait tous les 2 ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas. Et on est aussi un couple, je pense, qui marchait sur les projets. En tout cas, moi, je suis très projet. Avoir des projets, ça m'aide à avancer, ça m'aide à me projeter. On a pris des décisions rapidement. Ce qu'on s'est mis ensemble en mai, on habitait ensemble en décembre. Et on a acheté ensemble l'année suivante. Donc, au bout de 2 ans, on avait déjà acheté un bien. Parce que ça fait partie de nous, parce qu'on a envie d'avancer. Et on n'a pas, je pense, d'objectif final.
mais on a toujours quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose qui vous motive. Ouais, qui nous ensemble. motive et qui nous fait bien. Surtout moi, je pense. Et finalement aussi, je pense que ce qui peut te paraître rapide, ça ne l'est pas tant. Je pense que plus on avance en âge, plus on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et forcément que les projets arrivent plus ou moins vite. Si en face, on voit que c'est sur la même longueur d'onde, on fonce. Alors que c'est sûr que si on est en couple à 20 ans, on se connaît déjà à peine. Donc, le temps que les projets se fassent, etc. Voilà. Je tiens à préciser, je pense que c'est peut-être important, que c'est ma première histoire d'amour. Ce n'est pas sa première histoire d'amour. Et je pense que pour après, c'est bien de le préciser. Ok, très bien. Alors justement, tu te mets avec Aloïs, tu parles projet et enfant assez vite avec lui. Finalement, tu tombes enceinte au bout de combien de temps? Alors, le projet bébé est énoncé fin de l'année 2022. Mais d'ailleurs, cette fin d'année, on l'a passé ensemble. C'est un nouvel an qu'on a passé toutes les deux ensemble. Mais il y a un drame chez nos proches. Il se passe un drame. Et ça bloque ce projet parce que c'est tellement grave et tellement prenant émotionnellement que je pense Vous n'étiez pas libre. On n'était pas libre. On n'était pas libre et surtout, c'était tellement grave que se projeter après, c'est compliqué parce que la suite est trop incertaine. Voilà. Et ça se stabilise. Cette situation se stabilise. Reste un drame, reste grave, mais ça se stabilise. Et donc, ma pilule, elle est par 3 mois. Donc, je prends la pilule janvier, février, mars. Donc, je devais être décalée. On avait dit, on s'y met après l'été. J'étais, je vais profiter de l'été. De toute façon, ça prend du temps. J'avais déjà pris rendez-vous avec un médecin pour l'infertilité. Oui, alors pour ceux qui nous écoutent, il faut quand même que je précise qu'Anna avait toujours dit, je le sens, moi, je vais avoir du mal à être enceinte, je suis peut-être pas du tout fertile, voire stérile. Voilà un petit peu le contexte. Donc, j'avais rendez-vous en septembre. Et donc, fin avril, ma pilule se termine et je dis, flemme d'aller l'acheter, elle n'est pas remboursée. Il me dit, bon, ok. Donc, comme tout le monde, j'installe les applis, l'appli Flow, l'appli Clou, l'appli machin. Et donc, le premier mois se passe, donc le mois de mai, où rien ne se passe. Et je sais pas pourquoi, mon anniversaire est au mois de juin. Et je sais pas, dans ma tête, je me dis, je sais que j'allais avoir une surprise. Au final, ma surprise est que Aloïs m'a offert des places de concert pour aller voir Beyoncé avec 4 copines. Et il finit par me le dire en avance. Et pendant tout ce temps, je me dis, on n'est pas à 4. Je me dis, on n'est pas à 4. Ah oui, je sentais que en présence. Je me dis, on n'est pas à 4. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai une copine qui, pendant ce voyage qui se fait à Marseille, me dit, alors le bébé et tout. Et je dis, je sais pas. Je lui mens ouvertement en lui disant qu'on n'y est pas et que je sais pas. Mais je sais pas, j'arrête pas de me dire qu'on n'est pas à 4. Alors, fatalité, je n'étais pas enceinte, mais je suis tombée enceinte cette semaine-là. Et donc, en fait, j'arrêtais que ça arrivait. Je sais pas. Et j'étais là, on n'est pas à 4. On n'est pas à 4. Et en plus, je me suis dit, ce serait drôle de leur dire, leur annoncer en leur disant, d'ailleurs, au concert, on n'était pas à 4. Donc, fatalité, je suis tombée enceinte après. Et donc, je suis tombée enceinte au bout de 2 mois. Et ça a été hyper rapide et hyper soudain. Mais c'était drôle parce que Aloïs s'en doutait. Moi, je pense que je m'en doutais aussi parce que au bout de, je pense, 5 jours, la nausée qui me monte, mais de nulle part. Pareil, on me sert une mousse au chocolat à mon anniversaire. La nausée qui me monte et je me dis, c'est bizarre quand même. À savoir que comme mon anniversaire est le 25 juin, j'ai quand même fait un test de grossesse parce qu'on se protégeait plus en me disant comme ça, je sais si je peux boire. Le test est négatif. Donc il s'avère que je suis tombée enceinte le 17 juin. Le concert était le 11 juin. Je suis tombée enceinte le 17 et en faisant le test le 25 négatif. Donc moi je me dis, c'est mort, j'ai raté l'ovulation. Mais comme je connaissais pas bien mon cycle parce que j'ai toujours pris la pilule, il s'avère que la semaine d'après, j'ai quand même retenté. Et donc le matin, la veille, je suis pas bien et tout. Il me dit, non mais t'es enceinte. Je dis, mais n'importe quoi, serre-moi un verre. Il me sert un verre. Et le matin, je me réveille, je me dis, non, je vais faire un test. Et donc il faut savoir que je suis myope. Et donc je vais faire le test et que j'attends et que je vois un truc et je me dis, mais je vois rien, je sais pas les lunettes, je vois rien. On est en juin, il fait jour dans la salle de bain, mais je vois rien quoi. Et donc je regarde et je vois un truc, mais je suis pas sûre. Donc je cours dans la chambre. Et nous, pour s'endormir ou la nuit, parfois on met Harry Potter. Et donc, j'arrive au moment où Hagrid, dans le premier, il tape à la porte des Dursley pour venir chercher Harry. Et donc, ça fait boum, boum, boum. Et donc, j'arrive et je dis, tiens, regarde. Et il regarde, il me dit, t'es enceinte. Et il se recouche. Voilà. Et là, ma vie, elle a changé. Oui. Et ce qui est drôle pour la petite anecdote, comme je le disais, on est tombé enceinte
pas très longtemps. Normalement, on avait 1 mois d'écart. Normalement, on avait 1 mois d'écart. Et en fait, donc pour la petite anecdote, je me retrouve un jour à appeler Anna pour passer le temps parce que des amis qu'on a en commun me faisaient poireauter. Ce que tu fais jamais. Je pense que tu ne m'avais jamais appelé. Non, je t'avais jamais appelé. Et là, je me suis dit, c'est trop drôle la situation et tout. Je vais l'appeler. Et en fait, je suis prise d'un élan parce que j'étais pas enceinte de beaucoup. Et je suis prise d'un élan de me dire, c'est quoi, pour une fois que j'ai en visio et qu'elle croit qu'il n'y a pas une raison particulière, parce que ça aurait été suspect que je t'appelle. Voilà. Et là, j'ai bien vu que t'étais à fond dans mon truc de elle m'appelle pour une autre raison. J'ai dit, je vais lui glisser que je suis enceinte. Et donc, je lui dis, oui, ils font poireauter une femme enceinte, ça se fait pas. Et là, je vois qu'elle rigole. Elle était avec donc son copain Aloïs, et puis ils rigolent tous les deux. Je dis, ils rigolent quand même vachement beaucoup. Et en fait, c'était tel est prix qu'il croyait prendre. Aloïs dit, et toi, t'as pas honte d'annoncer quelque chose comme ça à une femme enceinte? Et là, mais fou rire, c'était l'arroseur arrosé. Et donc, on s'est dit comme ça mutuellement par visio qu'on était enceinte. Et on s'était pas dit avant qu'on était en process de l'être. Pas ensemble. Et on n'était pas ensemble de beaucoup. Hein. Et non, on n'était pas enceinte de beaucoup. Et pourquoi on se l'était même pas dit? Parce qu'en fait, toi, t'es tombée enceinte au bout de 2 mois. Et moi, premier mois, le premier coup. Et donc, voilà, c'était pour la petite anecdote. Alors, du coup, tu tombes enceinte très rapidement. T'as le temps de réfléchir pendant les 9 mois. Comment est-ce que t'imaginais Aloïs en tant que papa? En tant que père, je pense que j'avais pas trop de projection parce qu'il faut savoir que moi, j'ai grandi sans mon père. Il fait plus partie de mon foyer depuis que j'ai 8 ans et j'ai plus de contact avec lui depuis que j'ai un peu plus de 22 ans, mais plus de contact du tout, mais je l'ai pas vu depuis que j'ai 8 ans. Et pour moi, c'est difficile de me projeter sur la vision d'un homme dans une famille, parce qu'il y en avait pas, parce que ma famille, c'est ma mère, ma sœur et moi, donc j'avais peu de vision vie. Mais il m'avait toujours dit, moi, je veux des enfants depuis que j'ai 13 ans. Et moi, la première question, je lui dis, mais t'as déjà porté un enfant dans tes bras? Il me dit non. Je me dis, le type est fou. Mais voilà, et donc je l'imaginais comme il est, vif, souriant, joyeux. Voilà, parce que c'était quand même, malgré l'annonce où il se recouche et il dit oui, t'es enceinte, il était très heureux, très content, très positif. Il voyait peu le négatif. Voilà, je me disais, il me lâchera pas. Et donc voilà, mais j'avais pas de projection là-dedans. Et ce qui s'est passé aussi dans notre vie, c'est que comme beaucoup de grossesses, c'est arrivé au moment où c'était moins facile que ça arrive, parce qu'on avait d'autres projets. Lui, notamment, d'acheter un bien pour y travailler. Moi, j'avais un bien que j'avais, où j'ai eu beaucoup de problèmes qu'il fallait que je vende. Et je me suis retrouvée enceinte dans un tourbillon de choses à gérer, énormément de choses à gérer. Et du coup, il y a beaucoup de moments dans ma grossesse où j'étais enceinte, mais c'était pas le sujet principal de l'histoire, quoi. Oui, vous vous êtes retrouvés dans un contexte où vos projets perso, vos inquiétudes personnelles étaient telles que vous avez su vous réjouir de la grossesse. Ouais. Et de là à y apporter 100% de votre attention, c'était difficile. C'était très difficile. Donc, du coup, tu n'as pas fait de projection, mais pourquoi est-ce que alors, c'était ta première histoire d'amour, t'aurais pu avoir des doutes, te dire que t'avais pas exploré d'autres possibilités. Pourquoi est-ce que tu as acté le fait que ça allait être lui le père de ton enfant? Parce que je pense que, comme tu l'as dit dans la présentation, j'ai des idées extrêmement arrêtées. Et je pense qu'une fois que j'ai décidé que c'était ça, c'est difficile que ce soit autre chose. Et une fois que je me suis dit, bon, c'est l'homme de ma vie, c'est avec lui que je ferai des enfants. Et donc lui-même le dit que je suis pleine de certitude, et une fois que je suis sûre, c'est terminé. La certitude, elle est là et on peut plus me l'enlever. Alors, il y a beaucoup de fois où j'ai tort, mais j'étais sûre. Et alors, t'avais pas de projection en tant que telle de lui en tant que papa. Est-ce que vous avez quand même eu, en tout cas, des discussions sur vous en tant que parent, en tant que couple, face à l'enfant, sur comment est-ce que vous alliez aborder les choses? Oui, alors on en a eu plein. Maintenant, je sais que ça sert, mais qu'en vrai, il y en a une certaine partie à oublier. Qui passe à la trappe. Il passe à la trappe, mais on avait des certitudes d'éducation. On savait qu'on ne se séparerait pas la première année. Même si c'était la merde. Même si c'était la merde. Parce que ma reine absolue, c'est Anna Roy, c'est une sage-femme qui est assez connue. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Le postpartum dure 3 ans, et un autre livre qui s'appelle Baby Clash, que je recommande à fond. Et dans Baby Clash, elle explique, elle raconte tous les couples qu'elle a vus. Et elle dit la première année... En fait, je pense, il me semble que dans le livre, elle dit 2 ans. Oui, faut pas il me semble que c'est 2 ans. C'est 2 ans. Nous, on avait mis 1. Bon, maintenant, la petite, elle a 16 mois. On est là, bon, on va peut-être rajouter une année. Parce que c'est toujours compliqué. Et on s'était dit, on se séparerait pas.
Et je sais pas si c'était une bonne idée de se dire ça, par exemple, qu'on se séparerait pas la première année. Pourquoi? Parce que ça a mis une espèce de timeline sur ce qu'on pouvait supporter. Et que Comme s'il y avait une péremption. Ouais. Et qu'au bout d'un an, je pense qu'il y a des choses qui on s'est dit, ah, là, Ça va toujours pas. ça va toujours pas, et on peut se séparer parce qu'on a dépassé la première année. Ah ouais, ok. Et Et alors, est-ce que, on y reviendra là-dessus sur vos difficultés, mais est-ce que le fait d'avoir parlé de tout ça, ça vous a préparé à la parentalité? Ou est-ce que finalement vous vous êtes rendu compte que vos conversations, elles étaient belles en théorie, mais que de là à les appliquer, il y avait tout un monde? ouais, moi je suis d'accord. De là à les appliquer à tout un monde. Ma nouvelle devise, c'est avant j'avais des principes, maintenant j'ai un enfant. Je pense que je le répète à tout le monde. Voilà. Alors, il y a des trucs qu'on a gardés en tête et il y a des trucs qui sont encore là et on se les rappelle et tout. Mais en fait, non. En fait, après, c'est... On est un peu obligé de faire avec ce qui se présente. Oui. Ah oui, on fait avec ce qui est présent. Et l'enfant qu'on a. Et l'enfant qu'on a. C'est vrai que moi, je le constate aussi. On a eu beau parler de plein de choses avec Adrian, donc mon conjoint. En fait, il y a des choses qui servent, il y a des évidences, et il y a d'autres choses qui ne servent absolument jamais dans ce qu'on a prévu, et des choses qu'on n'a pas prévues, tout simplement. Et en fonction de l'enfant qu'on a, des situations qui se présentent, enfin, des nouvelles opportunités qu'on a personnelles, enfin, il y a tellement de choses. Donc, c'est bien d'en parler pour avoir des valeurs et un socle commun, mais c'est à remettre en question tout le temps, en fait. Et alors, est-ce que, une fois qu'il a été papa, tu nous as dit que tu n'avais pas spécialement de projection, mais est-ce que ça a changé ton regard sur Aloïs, ou ton amour, ou ta tendresse pour lui? Alors, est-ce que ça a changé ou pas? Alors, faut que je fasse attention à ce que je dis. Sur Princesse ou moi, on ne fait pas attention à ça. Ouais, mais j'ai pas envie que... Mais je pense qu'il s'en est rendu compte. Mais c'était pas de sa faute. Mais passer la maternité... Donc, il faut savoir que j'ai accouché en pleine semaine et qu'il travaille en pleine semaine à son compte. Qu'il a annulé ses patients jusqu'au lundi. Donc, j'ai accouché un mercredi, il a annulé ses patients jusqu'au lundi. Je suis sortie le samedi. Et le mardi matin, il travaillait. J'assume pleinement la responsabilité du fait qu'il aille travailler, puisque je lui dis, va travailler. Mais ça a changé beaucoup de choses. Il aurait pu ne pas travailler, mais ça nous aurait mis dans une situation financière et lui dans une situation professionnelle extrêmement délicate. Il a proposé de pas travailler. Il a proposé de travailler moins. Il travaillait moins, mais il aurait pu travailler encore moins. Ce que j'ai pas accepté. Parce que moi, j'ai grandi avec l'image de femmes fortes qui se débrouillent, qui savent se débrouiller. Et j'étais pas mourante. J'avais accouché. J'ai eu une césarienne quand même. Oui, précisons. J'ai eu une césarienne. Voilà. Et ce qui s'en est suivi après, ça n'a pas changé, mais j'étais un peu déçue. J'étais un peu déçue parce que je pense que je n'ai pas vu ce que certaines femmes voient. Je l'ai pas vu devenir père avec sa fille. Et j'ai tout instauré. J'ai instauré les routines. J'ai instauré comment ça allait se passer le bain. J'ai choisi son ostéopathe. J'ai choisi sa pédiatre. Je gérais tout parce qu'il fallait que je le fasse. Je ne suis pas tombée amoureuse de mon partenaire quand il est devenu papa. Oui, alors, pour faire le parallèle avec mon expérience, on en parlait à ce moment-là, avant qu'on accouche, et tu avais déjà l'idée donc du fait qu'il allait travailler rapidement. Tu avais aussi l'idée qu'il ne dorme pas à l'hôpital avec toi quand il était libre, pour qu'il puisse se reposer, et qu'il n'y ait pas l'un de vous deux qui soit complètement dans les fins. Et alors moi, il fallait qu'il reste avec moi de A à Z. Je ne voulais pas me sentir seule, démunie face à ce petit être que je ne connaissais pas. Donc ça, c'est vraiment des choix. Et après, des fois, et on l'a dit, je l'ai dit dans ta présentation, tu as des idées qui sont des fois très arrêtées. Et peut-être qu'effectivement, tu t'empêches des fois d'autres scénarios qui pourraient t'apporter des bénéfices autres, en fait. Est-ce que vous aviez des problèmes en tant que couple qui étaient sous-jacents, mais qui ont émergé d'autant plus quand la petite est née? Oui. Et ça, c'est difficile des fois de répondre à des questions sans révéler trop de pans de notre vie privée. Ça, je le savais, parce que moi, je suis suivie par une psy depuis 2018. J'ai arrêté de la voir en 2020 et je l'ai revue en 2022 pour retravailler sur un pan de notre couple, seul. Et elle m'avait dit, vous allez avoir un problème. Vous allez avoir un problème parce que vous avez travaillé, mais lui, il n'a pas travaillé. Et si vous avez un enfant, vous allez avoir un problème. Vous n'allez pas être au même stade. Et ça s'est avéré qu'on s'est retrouvé avec un souci parce qu'on avait des problèmes sous-jacents qui ne ressortaient pas plus que ça sans enfant. Et ça, je pense que les gens qui ont des enfants savent de quoi je parle. Et c'est ressorti une fois qu'on a eu un enfant. Oui. Et moi, je dirais même que des fois, on a conscience d'un problème, ou en tout cas
d'une incompatibilité, d'un inconfort dans le couple, mais qu'on ferme les yeux parce que tant qu'il y a pas d'autres êtres à gérer à part nous-mêmes, on peut agir un pour un et laisser ça de côté. C'est ça. Du coup, ça, forcément difficulté? Bah oui. Et rapidement, parce que je me rappelle lui avoir dit, on est en balade dans la ville où on habite, et je lui dis, je pense qu'il va falloir que tu ailles voir quelqu'un. Et il me dit, j'ai pas le temps. Et là, je vrille. Je lui dis, ah non, ça, c'est pas possible. Le j'ai pas le temps, là, il y a beaucoup de fois où j'accepte, mais là, j'accepterai pas. Et il a fait la démarche, il a cherché, j'ai cherché, donc il a été voir quelqu'un. Est-ce que tu as senti une différence dans votre parentalité du fait qu'il entame quand même cette démarche? Oui, tout de suite. Alors en plus, on avait aussi dit que s'il y avait un problème, on irait à 2. Donc nous y sommes retournés à 2. Et oui, j'ai senti, un changement tout de suite. Mais je pense que j'avais assez travaillé sur moi pour savoir qu'il n'y a rien qui est immédiat, il n'y a rien qui est figé et que ça demande énormément de travail. Et je pense aussi qu'il ne s'était pas rendu compte. Il ne s'était pas rendu compte, pour plein de raisons qui lui sont propres, de à quel point il y avait du travail chez lui. Aussi pour qu'il soit un meilleur père et aussi pour qu'il soit une meilleure personne. Parce que je pense que si on me demandait, il dirait, je l'ai fait pour nous, mais je l'ai fait pour sa fille. Je l'ai fait pour sa fille parce que j'estime que sa fille mérite mieux et qu'il a une telle bonne base et il est fabuleux tel qu'il est, que s'il y avait des choses qui étaient améliorées, bah, il apporterait énormément de choses à sa fille. Il y a des choses dont il parle, mais qu'il ne peut pas lui apporter parce qu'il y a des trucs qui le bloquent. Est-ce que tu voulais plutôt qu'il travaille sur lui en tant que père ou en tant que mari? Vous n'êtes pas mariés. Oui. En tant que conjoint. Au début, c'était pour être père et ensuite, j'ai changé. Je me suis dit, il faut déjà qu'il soit un bon conjoint. Et ça va découler. Mais au début, c'était pour qu'il soit un bon père. Mais parce que j'ai l'angoisse, je pense, comme j'ai pas eu de père, que ma fille n'est pas un père. Je pense que c'est étroitement lié à ton histoire, effectivement. Moi, je sais que pour le coup, j'ai une très bonne relation avec mon père qui n'est pas parfait. On aura toujours des choses à reprocher à nos parents. Mais moi, du coup, j'aurais eu tendance plutôt à dire à mon conjoint, s'il te plaît, sois un meilleur conjoint, justement. Et de là, on découlera de toute manière une osmose entre nous qui fera qu'on sera de meilleurs parents. Et donc, en fait, c'est là où je le dissocie toujours les choses pour lui. Je lui rappelle que je ne lui demande pas d'être un meilleur père, parce que c'est un excellent père. Je lui demande d'être un meilleur conjoint pour moi, ce qui fait que l'osmose entre nous trois n'en sera que meilleure. Et donc, c'est là où les attentes, elles peuvent être différentes. Et travailler sur son couple, c'est pas toujours au même niveau. Et justement, est-ce que tu as vu une évolution des problèmes entre ta petite nouveau-née et ta petite maintenant qui va avoir 1 an et demi? Est-ce que j'ai vu une différence? J'en vois, mais pas tout le temps. Parce qu'il a une vie qui est très irrégulière et parce qu'il n'arrive pas à se stabiliser. Et c'est ce qui peut être un peu fatigant dans un couple. Surtout que le couple peut avoir des irrégularités et l'enfant lui-même apporte de l'irrégularité, puisque sommeil, puisque nourriture, puisque tout ça. Et donc, en fait, on pense trouver un équilibre et même quand dans le couple en soi, il y a un équilibre, hop, l'enfant vient déséquilibrer. C'est exactement ça. Et c'est tout le temps. Et c'est tout le temps, c'est omniprésent. Et c'est ça qui peut à la longue faire qu'on pète un câble parce que là, on n'a plus l'énergie, on n'a plus l'envie. Même si ça dure que 48 heures, on a l'impression qu'on est au bout de notre vie. Ah oui, c'est ça. C'est très, très compliqué. Vraiment très compliqué. Et tu dirais que si on parle à l'heure actuelle, vous travaillez sur quoi essentiellement? C'est quoi vos objectifs du moment? C'est se stabiliser professionnellement tous les deux pour que notre vie personnelle soit plus stable, pour qu'il passe plus de temps en famille. En fait, c'est au travail de s'adapter à ta famille. C'est pas à ta famille de s'adapter à ton travail, parce que si c'est à ta famille de le faire, ça marche pas. Ça veut dire que l'équilibre n'est pas mis au bon endroit. Non. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur notre sujet, sur le couple et la parentalité? Ça peut être un mantra que tu te dis à toi-même, une réflexion que tu as pu te faire. Je me dis que de toute façon, enfin après, moi, je suis toujours pleine de certitude. On fait pas ça pour rien, on fait pas ça avec n'importe qui. C'est une grande aventure, c'est bien plus fort que ce que je pensais. Bien plus fort que ce que je pensais. Après, je pense qu'on pourrait refaire ce podcast dans 5 ans. Des certitudes qui auraient volé en éclats, des décisions qui auraient changé une vie. Et il y aura probablement rien de pareil, parce que les enfants seront plus grands. Voilà. Et voilà, il faut s'écouter, je pense. Écoutez-vous. Écoutez-vous, vous avez toujours raison. Voilà. Ou pas, mais il faut savoir rebondir. Non, écoutez-vous. Écoutez-vous, ou sinon, écoutez quelqu'un qui vit la même chose que vous. Et Partagez. Et j'ai
quelqu'un avec qui je travaille qui m'a dit il faut jamais écouter le conseil de quelqu'un qui n'a rien à perdre. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous donne un conseil, si lui, quand il vous le donne, en vrai, c'est un conseil comme ça, dans le vent, ça l'impacte pas, ça l'implique pas, il faut pas écouter ses conseils. Il faut écouter les conseils de quelqu'un qui a quelque chose à perdre quand il vous le donne. Votre amitié, son métier, parce qu'un médecin, quand il vous donne un conseil, il a quelque chose à perdre. Hein. Voilà. Donc, quand il y a un enjeu pour lui aussi. Quand il y a un enjeu pour lui aussi. Et j'ai trouvé cette phrase très, très lourde de sens, parce que je pense aussi que, par exemple, les amis, quand ils vous donnent un conseil, ils savent qu'ils ont quelque chose à y perdre. Parce que selon comment c'est reçu, en face, c'est pas facile. Donc, prenez les conseils des gens qui ont quelque chose à perdre. Bah, merci beaucoup, Anna. De rien. Je trouvais ça super intéressant. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était cool. Pour finir sur une note un peu plus légère, on va faire notre ABC test qui parle du sujet du jour, bien évidemment, qui va nous permettre de mieux cerner notre duo parental. Intéressant. Donc, je rappelle, l'ABC test, c'est 3 questions, 3 réponses, ABC, et puis ça nous donne un petit profil à la fin. Alors, première question, Anna. Le dimanche matin, chez vous, c'est plutôt petit A, silence total, chacun mis dans son coin pendant que l'enfant dessine. Harmonie. Petit B, chacun son poste. L'un gère le petit-déj, l'autre change une couche en équilibre. Coordination. Petit C, vous êtes encore en train de débattre pour savoir qui se lève. Un petit chaos doux. Alors, il n'y a pas la vraie réponse au dimanche matin, parce que nous, les dimanches matins, c'est le parc, à 8h. Vous nous trouverez là, cherchez-nous. Alors, est-ce que c'est pas de la coordination, ça ? C'est le CB. CB. Moi, je dirais A. Alors, il est à un âge où c'est pas encore harmonie, mais on a ce truc de dimanche matin, on se lève tranquille, l'un ou l'autre pour lui, pendant que l'autre fait autre chose d'utile dans la maison, mais tranquille. Donc vous, plutôt B. Ok, tu retiens ton résultat ? Oui. Petit 2, si vous étiez un couple célèbre de la littérature, vous seriez petit A, Jean Valjean et Cosette, protecteurs, fusionnels, unis face à l'adversité. Petit B, Elizabeth Bennet et Mr. Darcy, de fort caractère mais une admiration réciproque. Petit C, Roxane et Cyrano, un amour qui se découvre en chemin. Petit B à fond. J'ai l'image, ouais. Petit B à fond. Mais moi aussi, je dirais petit B. Ah ouais, t'aurais pas mis B. Ah oui ? Ah non, je t'aurais mis A. Ah, on n'est pas... J'ai hésité, mais franchement, avec... C'est Cosette que tu supportes pas d'être. Ouais, c'est peut-être ma connaissance du personnage littéraire en général. Mais on a quand même 2 forts caractères qui fait qu'on est toujours en train de tirer la couverture à soi et de trouver un compromis pour essayer d'avancer ensemble, toujours. Ouais. Mais ouais, là, je vous aurais mis le compas, ouais. Mais je dirais plutôt B quand même. D'accord. Bon, c'est vrai que j'ai un fort penchant pour Jane Austen. Ouais. Donc peut-être que ça influence un peu ma réponse. Ouais, parce que, franchement... Orgueil et préjugés, il passe des heures et des heures. Ça, c'est nous, ça dure des heures. On fait des tours dans le parc. Ah, mon Dieu, ça pleure. C'est fait. Super. Bon, je reste sur mon B. On verra si ça change quelque chose avec la 3. Ça se trouve, ça change pas grand-chose. Donc, question 3. Votre stratégie préférée quand votre enfant fait une scène au supermarché? Bon, faut recontextualiser avec nos enfants et les âges qu'ils ont. Petit A. Vous sortez votre voix douce et votre patience olympique. Tout est sous contrôle. Petit B, vous improvisez une petite scénette, l'humour, toujours l'humour. Petit C, vous disparaissez dans le rayon yaourt en espérant que l'autre gère. Non, c'est A chez nous. Ok. Et ben moi, c'est complètement B. Alors, pour ceux qui ont comme nous, le plus de B, on est des bâtisseurs sensibles. Vous êtes une équipe qui apprend en marchant. L'enfant a chamboulé vos repères, mais révélé votre capacité à construire autrement. Pas à pas, en dialoguant, en improvisant. Certains jours s'attendent, mais vous avez développé un art de la réparation, de la négociation douce et de la cohabitation des émotions. Est-ce que ça te va ? Ça me va. Ouais. On peut pas lui faire le test ? J'aimerais trop qu'il fasse la BC test. Qui, Aloïs ? Ouais, celui-ci, pour voir ce qu'il répond. On peut le faire, et comme je compte recevoir Aloïs dans pas longtemps, on lui demandera quel résultat il a eu sans divulguer ce que toi t'avais eu. Ouais. Ça marche. C'est très drôle. Ok, donc pour ceux qui suivent les épisodes, réponse au prochain épisode. D'accord. Pour ceux qui ont eu une majorité de A, ils sont le duo poétique. Vous êtes ce couple qui cherche à préserver la beauté dans le chaos, entre 2 couches et une vaisselle oubliée. Vous vous offrez des regards complices et des tasses de thé tièdes devenues rituels sacrés. L'enfant est une 3e voix dans votre poème à 2, parfois dissonant, souvent bouleversant.
OK, c'est vrai que j'aurais pu me retrouver là-dedans aussi. Et pour ceux qui n'étaient ni en A en B et qui se retrouvent en C, ce sont des explorateurs en réinvention. Votre couple n'est plus tout à fait ce qu'il était et c'est peut-être une chance. L'arrivée de l'enfant vous a poussé hors des sentiers connus. Nuit hachée, nouvelles priorités, questions existentielles, vous traversez cette aventure comme une quête intérieure. Entre vous, ça cherche un nouveau langage, une nouvelle manière d'être ensemble, avec curiosité et parfois un brin de fatigue. Pas mal aussi. Effectivement, là, je me retrouve pas là-dedans, donc j'étais plus en AB. Et toi, je te vois bien dans la B, effectivement. Ouais, 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 ouais. Bon, et ben, ça va être la fin de notre épisode. Je te remercie encore, Anna, d'avoir accepté de passer à mon petit micro. Et avec plaisir. Et puis, bah, écoutez, vous aurez la chance d'entendre Aloïs normalement dans pas longtemps. Et puis moi, je vous dis à bientôt.